Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Bonsoir. C'est vrai que vous avez eu de la chance. Vous le dites vous-même, c'est miraculeux. Il faut bien dire que sans un concours de circonstances extraordinaires, eh bien, alors qu'il est, vous et votre mari, vous pourriez être morts, ou bien, dans le meilleur des cas, vous retrouver à l'hôpital. D'ailleurs, tout est de sa faute, ou plutôt tout est grâce à lui. S'il avait pris le temps de se garer correctement, en courant à ce rendez-vous de dernière minute, il n'aurait pas été obligé d'aller chercher sa voiture à la Fourrière. Résultat, il est arrivé à la maison avec plus d'1 heure de retard, les embouteillages commençaient sur le périphérique et le vol Paris-Dakar était à 19h à Orly. Le temps de trouver un taxi et vous aviez toutes les chances de rater l'avion. Alors parlons-en du taxi, vous avez naturellement passé un temps fou au téléphone et quand on vous en a finalement trouvé un, au lieu des 10 minutes annoncées, il a mis 35 minutes pour arriver en bas de chez vous. Total, il restait une demi-heure pour rejoindre l'aéroport. Le chauffeur de taxi vous a dit c'est jouable. Et vous pouviez pas savoir que sur l'itinéraire génial qu'il allait emprunter, un camion aurait renversé son chargement. Résultat, à 19h15, vous étiez dans les embouteillages et pour l'avion de vos vacances, c'était fichu. Mais alors, la tête que vous avez fait le lendemain matin avec votre mari, quand, en écoutant la radio, vous avez appris que le petit avion que vous deviez prendre à Dakar pour rejoindre votre village de vacances s'était écrasé en brousse peu avant l'atterrissage. Et il n'y avait pas un seul rescapé. Alors des histoires comme ça, on en connaît tous des dizaines. Certains se disent, eh bien, c'était pas mon heure. Et puis d'autres, sans trop y croire, invoquent leur ange gardien. Eh bien, si c'était vrai, si les anges gardiens existaient, eh bien, il y en a, figurez-vous, qui les ont rencontrés. Et c'est notamment ce qui est arrivé à une femme dont Mystère va vous raconter ce soir l'étrange aventure. Voilà. Donc, comme d'habitude maintenant, en quelques images, le programme de votre soirée. L'enfer des sectes. Montpellier, 1991. Catherine, étudiante, disparaît. Après 2 mois de recherche, sa famille l'arrache juste à temps à la secte qui allait la séquestrer. Automne 1957, en Norvège. 4 militaires à bord d'un Dakota C-47. Pendant plus de 10 minutes, ils sont suivis par une boule de lumière. Dans le monde entier, pilotes et astronautes reconnaissent aujourd'hui avoir fait d'étranges rencontres. Novembre 1989, en Belgique. Des gendarmes, des officiers de l'armée de l'air et plus de 3000 personnes observent de curieux triangles lumineux qui traversent le ciel. Le gouvernement belge ouvre une enquête. On n'a toujours pas d'explication sur cette vague d'ovnis. Sur la table d'opération, en état de mort clinique, Nicole fait un étrange voyage. Elle y rencontre son ange gardien. Qui sont ces êtres de lumière que des milliers de personnes ont rencontrés et qui veilleraient sur chacun d'eux? Condamnée par la médecine, la petite Sicilienne Delicia Ciroli sort inexplicablement guérie d'un pèlerinage à Lourdes. 10 ans plus tard, elle est officiellement reconnue miraculeuse. Un cas de rémission exceptionnel et incompréhensible pour les médecins. Vous l'avez sans doute remarqué, dans Mystère, on est souvent amené à faire la part des choses et à vous mettre en garde contre les charlatans, les marchands de bonheur et d'illusions. En effet, dès qu'il y a un doute, un risque à l'égard de telle ou telle pratique, de telle ou telle personne dont les démarches ne nous semblent pas tellement désintéressées, nous n'hésitons pas à vous prévenir. L'histoire que vous allez suivre maintenant, celle de Catherine, étudiante à Montpellier, cette histoire est à elle seule une véritable mise en garde contre le pire des dangers, le piège par excellence
D'autant que quand on s'en aperçoit, en général, c'est trop tard. Allez, Catherine. À la semaine prochaine. Bon, je te raccompagne. C'est dans la région de Montpellier, au cœur de cette famille unie et paisible, que va s'infiltrer peu à peu un mal sournois, que personne à cet instant ne soupçonne encore. N'hésite pas à rappeler si ça va pas, tes examens. Tu t'inquiètes pas. Et la semaine prochaine, je t'attends. Hein. Allez. Janine Bourdet est très liée à sa petite sœur Catherine. C'est sa seule famille maintenant que leur père est mort il y a quelques mois. Et quand à la fin de chaque week-end, Catherine quitte la maison familiale, c'est toujours avec un petit pincement au cœur qu'elle la laisse partir. D'habitude, la vie de Catherine est bien réglée. Tous les lundis matins, elle regagne la cité universitaire de Montpellier où elle habite pendant la semaine, car elle y est étudiante. Elle ne sait pas encore que, sans le vouloir, elle va faire vivre à sa sœur un véritable cauchemar. Et voilà, alors un beau jour, plus de nouvelles. Hein. Alors qu'habituellement, on reste en contact au moins une fois par semaine, si ce n'est plus. Et là, je ne sais pas exactement le temps, mais bon, j'arrivais plus à la joindre. Et plus de nouvelles du tout. Pourquoi ce silence ? Janine et Jacques ne comprennent pas. Pendant plusieurs jours, ils essaient de joindre Catherine, mais en vain. Ils appellent même ses amis et ses copains de fac. Mais personne n'a de ses nouvelles. Catherine a disparu. Au bout d'une semaine, Janine ne tient plus. Elle décide alors de se rendre à la faculté de Montpellier pour en avoir le cœur net. Elle imagine Catherine malade et isolée dans sa chambre d'étudiante. Dans la boîte aux lettres, il n'y a pas de courrier. Janine en déduit que sa sœur le prend régulièrement. Mais si Catherine est là, pourquoi ne donne-t-elle pas de nouvelles ? Que s'est-il passé ? Catherine, c'est Janine. Mais personne ne répond. Janine est de plus en plus inquiète. D'habitude, Catherine l'appelle presque tous les jours et vient chez elle tous les week-ends. À ce moment-là, je me suis investie, je commence à m'inquiéter. Et puis, je suis allée dans son appartement et je lui ai mis un mot dans la boîte aux lettres qu'elle me donne un signe de vie, parce que je m'inquiétais. Et là, j'ai téléphoné aux hôpitaux pour donner son signalement. Et puis, je me suis renseignée un peu partout. Et aucune trace, aucune nouvelle. Allô, la police ? Oui, bonjour. Là, je vous appelle parce que ma femme est inquiète. Sa sœur a disparu. La réponse de la police est terrible. Si elle a disparu, si elle a fait une fugue, tout ça, nous, on ne peut rien. Elle est majeure. Donc, on ne peut rien. Voilà. Janine ne se décourage pas. Elle poursuit ses recherches. Inlassablement, elle parcourt la faculté de Catherine à la recherche du moindre signe de vie. Alors là, madame, excusez-moi, mais la section V, elle est en lettres. En lettres, alors c'est bâtiment C. Tournez juste. D'accord, merci. Apparemment, elle ne manquait pas de cours. Elle était présente, donc là, j'ai dit, il y a un truc qui se passe, ça ne va pas. Et c'est là que j'ai discuté avec des gens à gauche, à droite de mon problème. Et puis quelqu'un m'a dit, mais vous savez, il y a un super voyant qui peut-être va vous aider. Parce que bon, il est de la région, les gens l'ont consulté, les gens sont ravis. Il avait déjà résolu un problème similaire. Et voilà, alors vite, c'est ce que j'ai fait, sans n'en parler à personne. J'ai pris rendez-vous. Quelques jours plus tard, Janine se présente chez le médium Jean-Marie Field. Elle veut tenter l'impossible. Jamais auparavant, elle n'avait consulté de voyant. Elle reste sceptique, mais elle est consciente que c'est lui son dernier espoir. Il lui a demandé d'apporter une photo de sa sœur, et c'est avec appréhension qu'elle la lui tend. Ah, voilà. Le voyant a tout de suite eu un flash. Vous me donnez votre main gauche, s'il vous plaît. Je suis arrivé de suite à ressentir certaines choses qui me paraissaient plutôt négatives en fait.
des choses, je dirais même très très fortes, c'est-à-dire style frisson, qui m'ont permis en fait de me rendre compte qu'il y avait quelqu'un, je dirais, de sa famille qui avait de gros problèmes. Le médium a vu Catherine sur une grande place. Mais pour avoir plus de précision, il demande à Janine de brûler des bougies en pensant très fort à sa sœur. Je me suis enfermée toute seule dans mon salon. Et j'ai pensé énormément à ma sœur, très très fort, et j'ai fait brûler ses bougies. Qu'est-ce que tu fais, maman? Rien, ma chérie. Je pense avoir utilisé 6 bougies en tout. Et lorsque j'ai terminé les bougies, le lendemain, j'ai rappelé mon voyant, et qui m'a donné un autre rendez-vous pour pouvoir se concentrer sur ma sœur et pour savoir exactement ce qu'il en était. Une très grande place. Très grande ville aussi, je pense. La lettre L. Maintenant, le voyant est sûr. Janine pourra retrouver sa sœur sur une grande place à Lyon. Le soir même, Janine et Jacques quittent Montpellier pour foncer vers Lyon. Tout au long des 300 km qui séparent les deux villes, ils sont partagés entre le doute et Il n'y a l'espoir. pas de raison qu'on ne trouve pas des places. Je sais, mais ça fait déjà quand même une tourne. À Lyon, ils font le tour de toutes les places. Cela fait des heures qu'ils tournent dans la ville maintenant, et ils commencent à perdre espoir. On va pas si vite. Mais soudain, une silhouette leur semble C'est familière. Catherine. Je voyais personne, je cherchais la silhouette de ma sœur, et j'étais ailleurs, avec cet espoir qui... Et je sentais, je sais pas, j'avais tellement confiance en mon voyant, j'ai dit bon, c'est bon, j'y arriverai. Mais non, Janine s'est trompée. C'est pas elle. Il est tard, ils sont fatigués. Le couple décide de s'arrêter dans le premier hôtel. C'est le lendemain matin, en sortant, que Janine fait une découverte étonnante. Mais dis donc. Qu'est-ce qu'il y a ? La place qui est devant eux ressemble étrangement aux descriptions du voyant. Des gens. La place, une très très grande place. Mais non, mais écoute, ça a l'air de rien. Hein. Janine est bouleversée. Elle retrouve tous les détails du flash de voyance. Si tout cela est vrai, Catherine est sûrement là. C'est incroyable. Catherine est là, devant eux. Je le trouvais étrange. Étrange parce que je la sentais vaseuse, je la sentais, je sais pas, triste à la fois et étrange, bon. Puis je lui parlais de nos enfants. Je lui parlais de tout ce qui pouvait la raccrocher à nous. Et puis je lui dis, viens, on va promener en voiture, tout ça, il faut que tu viennes. J'ai un truc grave à t'annoncer et il faut que tu viennes avec moi. Et là, Reviens. elle a vu un peu de lumière dans ses yeux. Donc j'ai senti que je la tenais. Si tu penses à Lucie, La petite Lucie est la nièce préférée de Catherine. Janine lui dit que depuis son départ, la petite ne mange plus. Catherine semble enfin réagir. Elle va rejoindre un groupe. Janine se demande qui sont ces gens qu'elle ne connaît pas, alors qu'elle connaît tous les amis de sa sœur. C'est bizarre. On dirait presque que Catherine est en train de demander à ces gens la permission de partir. T'es pas en train de me dire que tu vas retourner avec eux? Un homme, le plus âgé du groupe, semble avoir beaucoup d'ascendance sur elle. De toute évidence, il essaie de la retenir. Ces gens-là, c'est le mal. Qui est cet inconnu? c'est le mal. Et pourquoi l'écoute-t-elle? Écoute-le, écoute. Je voyais pas les gens de secte comme ça. Je pensais qu'ils avaient eu un habit particulier. Je pensais que ça se voyait. Mais je me suis rendu compte que bon, c'était des jeunes très classe, qui faisaient bien étudiants, effectivement. Et
Ça m'a étonné de voir leur tenue et leur façon de parler, parce que bon, je les voyais moi avec une croix ou quelque chose de... Mais non, justement, ils sont vraiment discrets et ils passent partout, quoi. Catherine n'a pas cédé à la pression. Elle a suivi sa sœur en silence et n'a encore donné aucune explication. Elle est restée muette pendant longtemps, et très perturbée. Elle avait les yeux vitreux, on avait l'impression soit qu'elle avait bu, soit qu'elle était droguée, et très faible. Elle était très très faible. Et d'une voix faible, Catherine commence à raconter. C'était un jour comme un autre, au restaurant universitaire, quand Catherine s'est installée à côté de deux inconnus. Très vite, ils ont lié connaissance. Ça arrive souvent de discuter comme ça, des gens qu'on ne connaît pas. Apparemment, ils m'écoutaient, on échangeait des idées, et puis ils étaient très compréhensifs. À partir de ce jour-là, Catherine va bizarrement les rencontrer sans arrêt. On avait des goûts communs, la lecture, le cinéma, certaines musiques aussi. Ils avaient l'air d'être étudiants aussi, apparemment. Nouveau sur Montpellier, bon, ils m'ont demandé des renseignements, et puis sur les loisirs. Puis on a discuté comme ça, quoi. Et puis après, on s'est revus. Peu à peu, le couple gagne sa confiance. Ils sont si gentils, si prévenants, si rassurants. Et ils l'écoutent. Après m'avoir écouté, m'avoir fait parler, on se sont rendu compte que j'avais été très peinée par l'amour de mon père. Et c'est là qu'ils m'ont fait comprendre que si je voyais un peu moins ma famille, je penserais moins à cette peine, quoi. On est là pour t'aider. À partir de ce moment-là, plus jamais Catherine ne sera seule. Je pense qu'à peu près tout le monde pourrait éventuellement et a priori être capté par une secte. Je dirais, ça dépend de l'agressivité de la secte, mais plus particulièrement, bien évidemment, les gens très fragilisés ou des gens relativement solides qui traversent des événements particulièrement douloureux, comme un deuil par exemple, ou des difficultés d'emploi, des licenciements par exemple. Ce qui m'a un peu étonné, disons, en fait, c'est cette façon de parler d'une nouvelle vie, d'un recommencement, d'autre chose, quelque chose de différent, quoi. Comme s'il y avait un nouveau départ, et que ce serait forcément mieux, dans un autre cadre, avec d'autres gens. Pour accéder à cette nouvelle vie, Catherine a promis à ses amis de quitter Montpellier et de les accompagner vivre à Lyon. Là, ils le lui ont assuré, tout serait plus facile et plus agréable. Ils vont vivre avec d'autres amis dans un grand appartement. Catherine est séduite. Elle ignore que peu à peu, elle s'enfonce dans les griffes d'une secte, que cette promesse de vie merveilleuse n'existe pas et qu'elle allait subir un véritable lavage de cerveau. J'ai l'impression qu'il y avait une certaine facilité. Un peu comme si l'argent leur tombait du ciel, quoi. Parce que c'est vrai qu'ils n'avaient pas l'air de travailler. Tous les jours, petit déjeuner ensemble, au niveau des repas. Quand c'était prêt, on m'appelait, moi j'avais qu'à manger. C'était assez bizarre comme alimentation. Je pense qu'ils m'avaient mis quelque chose dans les repas. Parce que c'est pas possible de vivre comme ça, complètement vidé de sa personnalité, de son énergie, sans prendre de décision. C'est pas une vie normale, quoi. J'avais pas la force de réaliser tout ça, de lutter, de faire une critique de la situation, quoi. Tout ce que je veux faire. Catherine est prise dans un tourbillon de paroles, de conseils, d'instructions. Elle obéit passivement, sans même essayer de comprendre. Merci. À toucher. Merci. Les meilleures manipulations sont les manipulations qui utilisent le sujet lui-même. Ça donne cette sensation de conserver sa liberté et son libre arbitre. Ce sont probablement les techniques de manipulation les plus dangereuses et les plus douloureuses.
j'avais cette impression qu'on voulait complètement me diminuer, me rendre complètement vulnérable. Et après coup, c'est vrai que l'idée de secte semble logique. Toute personne qui a une recherche, qu'elle soit spirituelle, culturelle ou morale, toute personne fine, intelligente, cultivée, ou pas forcément cultivée, mais enfin peut être pris par une secte. Je crois qu'il n'y a vraiment que les imbéciles qui ne peuvent pas être pris. On est forcément dans une secte sans le savoir. On sait qu'on était dans une secte lorsqu'on l'a quittée. On rentre dans un groupe qui répond, hélas, formidablement à votre attente. Évidemment, quand on quitte la secte, on quitte tout. Le moment le plus pénible, c'est l'après-secte. Catherine ne sait toujours pas ce qu'elle serait devenue si elle était restée dans cette secte. Depuis 2 ans, avec sa famille, elle tente de revenir à la vie normale. C'est une lutte difficile. Claude Juncker, 7 ans, vous, dans une secte. Pour Catherine, on vient de le voir, il était temps. Vous avez plongé complètement. Dites-nous pourquoi et comment ça s'est passé. Pour être brève, j'avais 20 ans, donc j'étais étudiante. Et, comme Catherine. Voilà. Et j'étais aux Beaux-Arts de Toulouse, donc en 2e année. Et bon, je dirais que le petit côté fragile, je le dis tout de suite parce que ça explique beaucoup de choses. Mes parents avaient divorcé quelques années avant et j'étais un petit peu perturbée à ce niveau-là. Je cherchais une famille, mais sans savoir que je cherchais une famille. Donc, la première chose que j'ai rencontrée, ça a été un livre qu'un ami m'a prêté. Et c'était un livre qui s'appelait La Dianétique, en fait. Bon, c'était la scientologie, mais je ne l'ai su qu'après. Et c'était la science du mental ou quelque chose comme ça. Et c'est le point de départ, c'est-à-dire j'ai accroché avec ce livre. Et après, ma vie a changé à partir de là. Je suis allée les voir et ça a été tout un engrenage. Oui. Un engrenage. On y reviendra sur l'engrenage. Mais au début, naturellement, vous ne vous êtes absolument pas rendu compte de ce qui vous attendait. Non. D'autant qu'en 1980, comme c'était dans les années 80, une secte avait toujours eu un habit, comme le disait la dame dans le reportage, on reconnaissait physiquement quelqu'un qui était Krishna. Bon, et la scientologie était très BCBG, passe-partout. C'était une nouvelle manière de... Donc, vous n'avez aucun indice qui vous permettait de vous rendre compte que vous couriez de grands risques. Non. Bernard Filaire, que je vous présente, vous avez vu dans le film, écrivain, et a fait une très très longue enquête qu'il a intitulée Le Grand Décervelage. À côté de lui, d'ailleurs, je le présente tout de suite, Gérard Toussaint qui dirige l'ADFI, l'Association de défense de la famille et des individus, dans le sud-ouest, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées et Gers. Voilà. Bernard Filaire, vous qui avez donc longuement enquêté, il semble que ce soit une constante, que les gens ne s'aperçoivent pas des risques qu'ils courent au début, comme si on les séduisait avec quelque chose de très anodin. Il y a une chose qui est très importante de bien comprendre, c'est qu'en effet, comme il est dit dans ce film à un moment, on ne rentre pas dans une secte. On s'en rend pas compte. On ne peut pas, parce qu'une secte porte un masque. En effet, la plupart des sectes, par exemple, portent un masque religieux. C'est le masque le plus courant, ou le masque médical, ou le masque de la culture avec les nouvelles acropoles, etc. Donc les sectes vous donnent ce qui est tellement important pour vous. C'est surtout affectif. C'est-à-dire vous êtes dans un monde un peu dans la solitude et vous allez trouver dans une secte, un groupe, vous allez trouver l'affection qui vous manque. On veut aussi avoir une utilité dans cette émission. Ça veut dire, par exemple, que si tout d'un coup je vois une publicité, une affiche, et que je rentre dans un cycle de conférences historiques, des cours de dessin, un truc de tourisme ou je ne sais pas quoi, je risque, sans le savoir, de mettre le doigt dans l'engrenage et d'entrer dans une secte. En effet, si vous voyez une affiche qui vante les cours de dessin Aimé Venel ou l'école du rythme, vous tombez dans l'église de Scientologie. Mais alors, Gérard Toussaint, vous qui dirigez une ADFI, et je disais association de défense de la famille et de l'individu qui lutte contre les sectes, mais enfin de défense de la famille, c'est ça. Est-ce qu'il s'agit de cas isolés ? Ou est-ce que vraiment ça concerne énormément de gens ? Combien y a-t-il de gens dans des sectes en France et combien y a-t-il de sectes en France ? On peut considérer qu'il y a environ au moins 500 000 personnes touchées par des sectes. En ce moment en France ? En ce moment, actuellement en France.
Le nombre de sectes, on dit 400. Toutes ne sont pas des sectes dangereuses. Certains mouvements sont anodins, d'autres ont des spiritualités réelles, et parmi ces 400, il y en a au moins une centaine qui sont dangereuses pour l'intégrité de la personne. Est-ce que ça peut nous concerner tous, y compris des gens complètement installés dans la vie socio-professionnelle? Absolument. D'ailleurs, au début, en effet, c'était plutôt les jeunes qui étaient pris par les sectes, mais maintenant, on se rend compte, je crois que la tranche d'âge la plus qui se capte le plus facilement, c'est entre 30 et 50. Et de toute façon, ce sont plutôt les personnes qui ont une bonne représentativité ou qui ont une profession assez aisée qui sont pris par les sectes. Par exemple, vous n'avez pratiquement médecins, aucun ouvrier dans les sectes, ouais. sauf les témoins de Jéhovah qui ratissent très large. Mais sinon, ils ont besoin que ce soit des gens qui présentent bien, qui puissent travailler, qui puissent fournir de l'argent, etc. Qui soient exploitables et corvéables. Claude, oui. Vous, est-ce que vous saviez, est-ce que vous vous êtes douté un jour de ce qu'ils attendaient de vous? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils attendaient de vous, à votre avis? M'utiliser à leur fin, c'est-à-dire eux, ils ont besoin d'une organisation qui fonctionne avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de volonté. D'argent? D'argent aussi. Ah, c'est important ça. Ça vous a coûté cher? Oui, parce qu'ils m'ont poussé à faire des prêts bancaires, des choses comme ça. Donc après, il faut bien intéressant. Combien tu gagnais par semaine à Copenhague, au Centre européen de la scientologie? Oh oui, ça devait être de l'ordre de entre 0 et 50 francs par semaine. Mais si vous voulez, on ne s'en rend pas compte ça quand on est à l'intérieur. Je voudrais qu'on parle de l'argent parce que on prête aux sectes, et Bernard Fiala et Gérard Toussaint le confirmeront sans doute, des arrière-pensées économiques, financières très, très importantes. Je le disais, vous avez passé 7 ans dans cette secte. Ça vous a coûté combien? Oh, j'ai pas tout compté, mais au moins 500 000 francs. 500 000 francs. En faisant le total, oui. Et 500 000 francs, dont la plupart étaient des dettes que vous avez contractées auprès Absolument, des gens. Oui. C'était de l'argent que je n'avais pas. De l'argent que je n'avais pas, absolument. Sinon, ça. Mais alors, dites-moi, les sectes, ils sont très riches. Bien sûr, mais il y a des gens qui perdent encore beaucoup plus que la somme dont parle Claude Ginca. Et est-ce que c'est, je sais pas, j'imagine, est-ce que c'est votre situation financière qui tout d'un coup vous a fait prendre conscience parce que vous avez dû avoir des tas d'ennuis? Oui, c'est à cause de tous ces ennuis que j'ai fini par réagir. Pendant les 7 ans pendant lesquels j'ai été à l'intérieur, il y a eu plusieurs moments où j'ai voulu en sortir. J'ai essayé de partir et chaque fois ils m'ont rattrapé ou j'ai replongé. Et quand vous en êtes sorti, parce que votre histoire on la connaît, vous avez fait une grève de la faim, il paraît. Oui. Ouais. Oui, en 89, c'est-à-dire que je n'arrivais pas, comme j'étais toute seule, à les harceler au téléphone et à demander mon remboursement, et qu'ils ne voulaient pas me rembourser, j'étais obligée d'aller devant l'église de Scientologie à Paris j'ai fait une grève de la faim jusqu'à ce qu'ils me remboursent. Et la presse s'est intéressée à vous, je oui, elle a fini par... On a tous en mémoire des images absolument atroces, et on a vu le pire aux États-Unis récemment. Waco. Le 28 février dernier à Waco, au Texas, 4 policiers se présentent à la ferme du Mont Carmel avec un mandat de perquisition. Ils sont immédiatement abattus à coups de mitraillette. Cette ferme, c'est le siège de la secte des Davidiens qui ont à leur tête David Koresh. Il connaît la Bible par cœur et se prend pour le Christ. Depuis 1987, il se comporte avec ses disciples, une centaine de personnes, dont 17 enfants, comme un tyran, séduisant les femmes et faisant subir aux hommes un entraînement paramilitaire très rude. Pendant 51 jours, la secte s'est retranchée dans la ferme du Mont Carmel et a résisté à la police. Il faut dire que David Koresh l'avait transformé en véritable château fortifié, avec des tunnels, des armes et des bunkers. Pendant 1 mois et demi, le FBI déploie blindés et troupes autour de la forteresse pour tenter l'intimidation et la pression psychologique. Mais les Davidiens ne se rendent pas. Puis, le 19 avril, le drame éclate. Ce matin-là, le FBI décide de défoncer les murs avec des blindés pour lancer des gaz lacrymogènes à l'intérieur de la ferme. Ces gaz ne sont pas inflammables, et pourtant, c'est la tragédie. En quelques minutes, tout est en feu. 40 minutes plus tard, tout est en cendres. Les Davidiens se sont suicidés. Seuls 8 d'entre eux ont survécu. Cela montre encore une fois que le fanatisme des sectes peut aller jusqu'à la mort. Est-ce que vous pensez que des événements comme ceux de Waco ou beaucoup plus anciennement de Guyana sont possibles en France? Alors là, si je peux me permettre, je pense en effet qu'à Guyana, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une secte, ce que l'on a vu à Waco, c'est le haut de, disons, l'iceberg. Il y a tout un travail de mort
qui se passe quotidiennement dans les sectes. Quand je mors, je veux dire, il y a un travail de viol psychique qui peut très bien aboutir, comme chez les enfants de Dieu, on l'a vu dans les journaux, à un viol physique. Il y a un travail de mort spirituelle qui peut très bien arriver à un travail de mort physique. Et il y a dans les sectes ce qu'a fait David Koresh, qui a tué entre autres, je crois, à peu près 70 personnes, dont 17 enfants brûlés vifs, Guyana où il y a eu plus de 900 empoisonnés, mais vous avez les mêmes directives de mort dans les sectes actuelles. Et si vous me permettez, je voudrais vous citer une petite chose extrêmement importante. Nous avons en France, comme dans tous les pays, une secte internationale dont le gourou était Ron Hubbard. Et qu'est-ce que dit Ron Hubbard dans l'une de ses lettres de règlement que tout scientologue doit suivre à la lettre s'il est un bon scientologue, le 7 octobre 62, à propos de toute personne qui serait critique ou ennemie de la scientologie? Eh bien, il dit que cette personne peut être privée de ses biens ou blessée par n'importe quel moyen, par n'importe quel scientologue, sans que celui-ci soit passible d'aucune mesure disciplinaire de la part de la scientologie. On peut tromper une personne fair game, ça veut dire gibier en anglais, la poursuivre en justice ou lui mentir ou la détruire. Et pour ce qui est des suicides collectifs, nous avons aussi en France une secte un peu moins connue qui s'appelle la secte de Sri Chinmoy. Et que dit Sri Chinmoy? Le 19 mai 1978, après mon départ, vous vous détruirez les uns les autres, tous ceux d'entre vous, tous ceux qu'on appelle ma famille spirituelle, ici, là, ailleurs, partout dans le monde entier. Gérard Toussaint, donc, vous vous occupez d'une ADFI, Association de défense de la famille et de l'individu, je le rappelle. Quand on a l'un de ses proches qui se trouve dans cette situation, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on doit faire, si tant est que l'on puisse toujours communiquer avec lui? Alors, d'abord, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas enlever la personne, pas de violence vis-à-vis de la personne. Je pense qu'on doit respecter la personne qui est rentrée dans une secte et surtout, à tout prix, garder le contact avec elle. Garder le contact et de façon à... Comment faire si la secte l'interdit? La secte l'interdira si on montre de l'hostilité. Ah, faut faire semblant d'être de leur côté alors? Non pas d'être de leur côté, mais au minimum neutre. Et à ce moment-là, la secte acceptera, sous certaines conditions, qu'il puisse y avoir quelques contacts avec la famille. Et c'est très important, c'est grâce à cela qu'on arrivera à sauver la personne, à la libérer. Elle est libérée. Elle est libérée comment? Quels sont les scénarios de sortie d'une secte? Alors, le premier... L'enlèvement est donc à déconseiller. Oui, à déconseiller complètement. Je voudrais signaler l'existence... Ces ADFI, elles ont une représentation nationale, Gérard Toussaint, hein? Oui. Alors, les ADFI sont présentes dans la plupart des départements de France. On va donner le numéro, là. Oui. Alors, on donnera le numéro, je pense, de notre union nationale qui se trouve à Paris et qui connaît le fichier de l'ensemble des ADFI de France et qui aiguillera les personnes. Nous avons effectivement l'habitude de ce genre de situation. Nous pouvons conseiller utilement la famille, l'aider. Quand on est sorti, est-ce que tout est fini? Ah non, parce que d'abord on sort de la secte, ensuite il faut que la secte sorte de votre tête. Claude Gincard, vous êtes donc resté 7 ans dans cette secte. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous en remettre? Moi, il m'a fallu autant de temps que j'y suis restée à l'intérieur. C'est-à-dire, j'y suis restée 7 ans, il m'aura fallu 7 ans pour revenir à la case départ, si je puis dire. Quand on en sort, c'est un sevrage brutal, on est en manque. On est en manque et il faut retrouver des bases, il faut retrouver des choses qu'on a laissées et c'est très très long, très pénible. Et il vaut mieux être aidé moralement. Bon, moi j'ai la chance d'avoir des enfants et un mari adorable qui ont surtout contribué à ça. Il faut du temps, beaucoup de temps. Et Bon, Claude, je vous remercie beaucoup d'avoir eu le courage de venir témoigner. Merci Gérard Toussaint, merci Bernard Filaire. La vérité, c'est parfois comme la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Surtout quand il s'agit de phénomènes extraordinaires, dont les témoins, d'ailleurs on les comprend, préfèrent en général la discrétion à la publicité. Et c'est pourquoi certaines des histoires que nous vous racontons, parfois, sont assez anciennes. Et je pense notamment aux affaires d'OVNI. Quand elles sont récentes, bien sûr, elles n'échappent plus aux investigations de la presse, et puis fort heureusement, de nos jours, il y a des gens qui osent rompre le silence. Mais sinon, il faut parfois des années et des années avant qu'elles ne ressortent. Eh bien, c'est le cas précisément de ce qui s'est passé dans le ciel de Norvège il y a maintenant plus de 30 ans, où l'équipage
d'un Dakota a vécu une aventure très surprenante. C'est en 1957, en Norvège, que 4 hommes de l'armée de l'air ont fait une étrange rencontre. Cette nuit-là, une froide nuit d'automne, ils devaient décoller de l'aéroport de Verne, situé à 500 km d'Oslo, pour effectuer un vol de routine à bord d'un C-47 Dakota. Ce voyage restera à jamais gravé dans leur mémoire. Je pense qu'il y a toutes sortes de choses, effectivement, qui circulent dans les airs ou même dans l'espace et qu'on ne peut pas encore identifier. Alors l'existence des ovnis au sens extraterrestre, ça oui, ça j'y crois sincèrement. À minuit 20, Jacob Lindo, le pilote, donne le signal du départ. Il est assisté de Björn Wolf. Ernest Tour de Dakota Victor 5, prêt pour alignement et décollage. Dakota Victor 5 autorisé, vent calme. Les conditions climatiques sont bonnes et les 4 hommes sont loin de se douter à cet instant de ce qui va leur arriver. L'avion doit monter à 9000 pieds pour adopter sa vitesse de croisière. Le vol ne présente aucune difficulté particulière. C'était un vol tout à fait normal. Nous allions du nord de la Norvège jusqu'à Oslo. Nous devions atterrir sur tous les petits aéroports. Nous étions un peu en retard, il était plus de minuit quand nous avons quitté l'aéroport de Verne. Dakota Victor 5 de Ernest Tour. Après 10 minutes de vol, l'avion atteint une hauteur de 8000 pieds. La tour de contrôle suit son évolution. À bord, chacun a un rôle bien précis. Olaf Vola, le navigateur, note ses repères sur la carte. Nous avons coupé vers l'ouest, vers Røros. Et c'est là que les phénomènes ont commencé et que nous avons fait cette mystérieuse rencontre. Soudain, le navigateur aperçoit une étrange lueur qui semble s'approcher du Dakota. Il y a une lumière qui nous suit à 8 heures. Olaf le signale au pilote, mais celui-ci ne voit rien et ordonne au navigateur de rester vigilant. En pilote chevronné, il a l'habitude des illusions d'optique provoquées par les étoiles et les météorites. Lumineux à 8 heures, même à altitude. Il le rattrape. Le pilote ne distingue toujours rien. Sûr que tu n'as pas vu la Lune ou Vénus? Négatif. La Lune est à 5 heures plus haute. Pour Olaf, il ne peut y avoir de doute. La nuit est claire, la visibilité est bonne et il peut estimer l'altitude de cette lumière à 9000 pieds, comme le Dakota. Elle semble d'ailleurs venir droit sur eux. Maintenant, le pilote et son coéquipier distinguent eux aussi la boule de lumière. Connard, appelle Vernest pour savoir s'ils ont un trafic à nous signaler. Ernest Tour de Dakota Victor 5. Lumière à 9 heures, demandons confirmation. Négatif, aucun trafic annoncé. J'appelle Tronem Control pour vérifier. Restez sur ma fréquence. Le radar de la tour de contrôle n'enregistre aucun autre écho que celui du Dakota. Commandant, il vient vers nous. Il nous fonce dessus. Il faut éviter la collision. Le pilote fait brutalement plonger l'appareil. Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien. Va voir de l'autre côté. La lumière a disparu. Ils se demandent tous ce que cet objet pouvait bien être. Ça ne ressemblait absolument pas à un avion. Le pilote commande à l'opérateur radio de signaler le mystérieux phénomène lumineux à la tour de contrôle. Et demande-leur s'ils ont vu quelque chose sur le radar. Ernest Tour de Dakota Victor 5, je vous signale un Hermis avec un engin inconnu comme une grosse lumière qui reste en patrouille avec nous 2 minutes. Négatif. Aucun autre écho que le vôtre. Terminé. Le Dakota a repris son cap vers le sud, mais l'équipage est sur le qui-vive. Olaf indique la position précise de l'avion. Tout semble normal maintenant. Et pourtant... 20 Zulu, estimons Y à 3,7. Commandant, regardez, c'est incroyable. Viens, connard, regardez. Incroyable.
se passe-t-il? Les 4 hommes n'ont jamais rien vu de semblable. Quel est cet engin qui semble les poursuivre? Quel est son but? Serait-il en train de les observer? Si ça avait été de jour, j'aurais pu faire appel à un phénomène naturel. Il y a un phénomène naturel. Il semblerait que l'avion surtout un avion de ligne rapide, je ne sais pas un Dakota, mais un avion de ligne comme un Boeing 747, crée une espèce de lentille par compression de l'air autour de lui, le déplacement de l'air, et des fois on a effectivement l'impression d'être suivi, très exactement suivi, par une petite tache lumineuse. Mais ça se passe de jour, toujours à l'opposé du soleil. En ce qui concerne ce DC-3 de nuit, je ne vois pas d'explication immédiate. Il est à 3 mètres derrière elle. Puis, la mystérieuse lumière se déplace vers l'arrière de l'avion et continue de le suivre. Pendant 5 minutes, l'étrange objet colle à la trajectoire du Dakota. Alors, commandant, qu'est-ce que c'est? Je voudrais bien le savoir. Rappel d'Ernest. Cette fois-ci, il devrait l'avoir au radar. Ernest Tour de Dakota Victor 5, vous n'avez toujours rien au radar? Négatif. Pour moi, vous êtes seul. Terminé. Il est trop près de nous. Nos échos doivent se confondre. Le pilote décide alors d'essayer de semer l'objet. Il effectue un piqué. La descente est brutale et dangereuse. Mais l'objet les poursuit et reste exactement dans le sillage du Dakota. 4500 Les vitres. Il est toujours là. Les hommes n'en reviennent pas. Ils sont partagés entre la peur et l'admiration. S'il y a un pilote dans cet engin, il est très fort. On vient que celui-là, on va le ramener à la maison. Je sais pas s'il y a un pilote à l'intérieur, mais en tout cas, ces voleurs battus serrés. On avait l'impression qu'il volait en formation avec nous. C'était très excitant, vraiment fantastique. Avec une torche électrique, l'opérateur radio tente d'envoyer un message en morse dans la direction de l'objet. En tous les cas, il n'a pas l'air de connaître le morse. Et maintenant, on dirait qu'il ralentit. Oui, il ralentit. On va voir ce qui se passe. L'objet semble se détacher du Dakota. Arrêterait-il sa poursuite? Serait-il en train de réagir au message que Gunnar vient de lui envoyer? Il retourne l'avion par l'arrière. Il est passé de l'autre côté. Il est à 4 heures. Il va toucher l'air. De justesse, le pilote a viré pour éviter l'objet. Et l'objet est resté calmement à côté de nous. On avait peur d'entrer en collision avec lui, mais il était très précis. Il volait exactement à la même vitesse que nous. Et on se disait que si la lumière qu'il dégageait n'avait pas été aussi éblouissante, on aurait pu sûrement distinguer son aspect métallique. Et l'engin commence alors un étrange manège. Il passe alternativement de la droite à la gauche de l'appareil, comme s'il voulait observer ce qui se passe à l'intérieur du Dakota. Les pilotes professionnels voient des choses inexplicables dans le ciel. Des groupements de lumière qui ne correspondent à aucun avion connu et à aucun feu de position connu, oui. La réponse est oui, cela arrive. Ça n'arrive pas très souvent, mais cela arrive. Pendant presque un quart d'heure, l'engin a volé en formation avec le Dakota. L'équipage est rassuré. Les 4 hommes ont compris qu'on ne leur voulait pas de mal. Ce qui m'intéresse,
intéresse et ce qui passionne les gens, c'est de savoir si ailleurs, il y a des gens, entre guillemets, qui sont capables de réfléchir, de s'organiser, de communiquer, qui vivent différemment, qui sont autrement. Et c'est ça qui est passionnant. Alors, cette vie-là, si on la rencontre un jour, si certains d'entre nous ont la chance, finalement, parmi tous ceux qui cherchent, ou même parmi d'autres, ont la chance de la rencontrer, elle sera forcément plus intelligente que la nôtre. Cette nuit de novembre 1957 restera inoubliable pour l'équipage du Dakota. Ils n'ont jamais su d'où venait cet objet lumineux et se demandent encore quelle créature le pilotait. Ces quelques minutes m'ont fait bien réfléchir par la suite. Cela m'a donné une autre façon de voir les choses. Avant, j'aurais pu en rire, mais maintenant c'est un sujet que je prends au sérieux. De nombreuses rencontres de ce type ont été signalées. Certains des objets décrits viennent certainement de notre planète. Les autres émaneraient-ils d'une intelligence supérieure qui tente de nous observer? Patrick Boudry, je trouve extraordinaire, étant donné votre formation, votre notoriété, ce que vous venez d'avoir le courage de dire dans ce film. Non seulement vous croyez aux ovnis, mais vous nous expliquez qu'il ne faut pas du tout écarter leur origine extraterrestre. Est-ce que vous pouvez nous... Oui, enfin, plus exactement, je crois qu'effectivement, il y a des objets volants qu'on n'identifie pas immédiatement et qui réclament une étude, une recherche, etc. Mais les ovnis en tant que messagers ou vaisseaux de d'autres intelligences d'autres civilisations, ça je n'y crois pas, hein, je vous rassure tout de suite. Ah ben, dans le film, dans l'interview, vous n'avez pas écarté leur origine extraterrestre. Ce que je dis dans l'interview, c'est que je suis persuadé, comme beaucoup d'ailleurs, parce que c'est une quasi-évidence, qu'il y a ailleurs dans l'univers de la vie, une intelligence, de la vie bien sûr, une intelligence, puisqu'il y a certainement un nombre de planètes semblables à la nôtre, disons de planètes qui ont pu donner naissance à la vie, un nombre très très grand dans l'univers. Ce qu'on vient de voir là, ce qui s'est passé en Norvège il y a plus de 30 ans, ça vous inspire quoi? Moi je trouve que, vous savez, c'est le plus important chez l'homme, c'est sa capacité de rêver. Et j'ai découvert à l'instant le sujet qui est passionnant, c'est vrai. Ce serait très intéressant de discuter avec ces gens-là. Et apparemment, on n'a pas trouvé encore ne raconte pas n'importe quoi. Hein. Ah, ils ont certainement ils ont vraiment eu cette boule de lumière qui les a suivis pendant 10 minutes. Certainement. Commandant Grellet, les téléspectateurs assidus de Mystère le connaissent. Il nous a déjà fait l'honneur de sa compagnie. C'est un commandant de bord, ancien commandant de bord d'Air France, et lui, il a décidé de parler parce que vous avez vu des choses extraordinaires. La première chose qui m'a vraiment surprise, c'est que j'étais au Brésil, j'aurais été au-dessus des États-Unis, j'aurais immédiatement conclu qu'un prototype secret m'avait dépassé. Mais là, j'étais quand même en pleine mer entre Rio de Janeiro et Florianopolis, dans un coin assez perdu, et on a mesuré un écho qui nous a dépassé au radar. On l'a eu pendant 37 000 nautiques sur notre radar de détection météo, qui fonctionnait parce qu'on avait par ailleurs un orage à gauche, tout marchait bien. Eh bien, on a été dépassé par un écho qui allait probablement un petit peu plus que Mach 5. C'est-à-dire Mach 5, à cette altitude-là, un peu plus de 5000, mettons 5000, 5500 km/h, mais surtout, ce qui est très important, nous étions à 35 000 pieds, nous n'avons rien vu parce que nous étions sur une mer de nuages, ça veut dire que l'objet qui nous a dépassé avait une altitude inférieure au sommet de la couche, c'est-à-dire inférieure à 33 000 pieds. À 33 000 pieds, on ne sait toujours pas faire. Alors, écoutez, c'est formidable ce qu'on vient de voir, mais on va continuer à parler des ovnis, notamment parler d'une histoire absolument fantastique. C'est l'incroyable vague d'ovnis qui avait déferlé sur la Belgique en 1989. Et puis après, nous ferons un autre voyage, tout aussi étonnant. Ce sera un voyage à la recherche des anges gardiens. Voilà, Mystère revient dans quelques instants. Toujours à propos d'OVNI, les événements qui se sont déroulés en Belgique à partir de novembre 1989 n'ont fait, eux, l'objet d'aucune censure, ni de la part des témoins, ni de la part des autorités belges. Et à cet égard, cette affaire que l'on a appelée l'affaire des triangles belges est d'ailleurs exemplaire. Cela dit,
Cette volonté de transparence au niveau de l'enquête est une chose. Autre chose est d'expliquer ce qui s'est vraiment passé. En 1989 a commencé en Belgique une étonnante polémique. Des milliers de personnes ont en effet rapporté qu'ils avaient vu de mystérieux engins envahir le ciel belge. En résumé, ce qu'on a vu, c'est ce grand objet triangulaire avec 3 puissantes lumières blanches dans les coins. Et c'était immobile au-dessus de l'autoroute. Certains de ces témoins ont dessiné l'engin qu'ils avaient observé. Le plus étonnant, c'est que les centaines de descriptions concordent. Un immense objet triangulaire avec des phares dans les coins et un autre phare au milieu. S'agirait-il d'une hallucination collective ? 2 ans plus tard, le 11 juillet 1991, l'armée belge donnait une conférence de presse très étonnante. Les jets de l'armée de l'air avaient donné chasse à un ovni et cela avait été enregistré sur les radars des chasseurs. Le film de l'enregistrement fut montré à la presse. De toute évidence, l'armée prenait cela très au sérieux. Le mystère des ovnis belges commença la nuit du 29 novembre 1989, près d'Eupen, une petite ville à 10 km de la frontière allemande. Ce soir-là, 2 gendarmes, Heinrich Nicol et Hubert Van Montigny, étaient en patrouille. En s'approchant de la route de Néros au carrefour, notre attention a été attirée sur le fait qu'une prairie longeant la route était éclairée de façon anormale. Éclairée, on aurait pu dire comme un terrain de football, comme éclairage. En s'approchant, on ne savait pas du tout d'où venait cet éclairage. À ce moment-là, on s'est approché et on s'est garé le long de la route. On a vu une énorme plateforme triangulaire et au-dessous un phare puissant. Et au milieu, une boule orange qui pulsait. Le tout flottait dans le ciel. Heinrich Nicol a immédiatement appelé le poste de gendarmerie d'Eupen. C'est éblouissant, et on ne sait pas ce que c'est. C'est du sérieux, il y a quelque chose là. Téléphonez un peu au corps d'Eldenborn pour voir s'il n'y a pas de manœuvre militaire là-haut. Au poste, l'appel est noté, mais on ne prend pas très au sérieux cette histoire de soucoupe volante. Roger, appelez Roger. Viens, rentre Henri. Les 2 gendarmes décident de suivre l'engin qui se dirige vers la ville d'Eupen. On pouvait le voir très clairement, parce que les phares étaient très puissants. Et on voyait aussi la boule orange clignoter en dessous. On conduisait très lentement et on se demandait s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de cet engin qui observait ce qui se passait sur la Terre. Quelques instants plus tard, au poste de gendarmerie, l'opérateur remarque une étrange lueur à travers les fenêtres. Il aperçoit alors un engin bizarre d'où sortent des faisceaux lumineux comme des rayons laser. On a continué à suivre l'engin. Il était maintenant au-dessus de la ville d'Eupen et se dirigeait vers la forêt. Sur les côtés partaient 2 faisceaux lumineux et une boule s'est détachée de l'engin. Les 2 gendarmes n'en reviennent pas. L'engin semble faire du surplace maintenant. Heinrich Nicol rappelle l'opérateur. Celui-ci venait de contacter 4 aéroports voisins. Aucune tour de contrôle n'avait signalé quoi que ce soit dans le ciel. Pendant une demi-heure, les 2 gendarmes ont observé l'engin. Puis tout à coup, un 2e engin arriva sur la droite, tout près d'eux. Qu'est-ce que c'était comme lumière là? Regarde ça. Regarde ça. Et puis, après s'être rapproché, l'engin s'est éloigné vers le village de la Calamine. Six minutes plus tard, 2 autres gendarmes effectuant une patrouille dans le village de la Calamine ont remarqué un gigantesque triangle dans le ciel. Ils avaient entendu les échanges de leurs collègues sur leur radio, mais ils n'avaient pas pris cela au sérieux. Ce qu'ils voyaient maintenant leur prouvait qu'il y avait vraiment un engin extraordinaire dans le ciel.
Ça nous a fait une drôle d'impression. On ne pouvait pas comprendre de quelle sorte d'engin il s'agissait. Est-ce que ça pouvait être un engin militaire américain? Ça, je ne saurais pas le dire. Mais je sais que c'était vrai, réel, et c'était au-dessus de nous. Une partie de l'engin s'est détachée. Une boule de lumière rouge qui s'est approchée de nous. D'après les témoignages de Dieter Ploemans et de son collègue, l'engin s'est tout à coup transformé en une seule lumière. Puis il a disparu à une vitesse incroyable. Le lendemain matin, la presse rapportait que des centaines de personnes avaient appelé la gendarmerie pour signaler un mystérieux engin. Tous décrivaient la même forme triangulaire. Au cours des mois suivants, d'autres observations d'OVNI furent enregistrées. Puis en avril 1990, une photo extraordinaire fut prise. Elle montre les mêmes lumières décrites par les témoins oculaires. À l'aide d'un ordinateur, on a souligné les contrastes sur la photo et on peut voir clairement la forme triangulaire de l'engin. La SOBEPS, un centre de recherche scientifique belge, a travaillé avec le concours de l'armée et de la gendarmerie pour classer et comparer les milliers de témoignages et a établi un protocole pour que les nouveaux rapports soient consignés de façon scientifique. En mars 1990, commença une deuxième vague d'OVNI sur la Belgique, et les témoignages se multiplièrent. Dans une base militaire de l'OTAN, à 45 km de Bruxelles, un radar détecta un objet non identifié dans le ciel. Sur le radar, on pouvait remarquer un petit cercle avec une sorte de queue à la gauche de l'écran. 4 autres bases signalèrent le même écho sur leur radar. Quelque chose de très étrange volait dans le ciel belge. L'armée de l'air donna l'alerte. Yes, come in. Deux avions F-16 de l'armée de l'air furent immédiatement déployés. Leur mission, localiser et identifier l'engin inconnu. Les pilotes ont poursuivi l'engin et ont vite verrouillé la cible sur leur radar. Mais 5 secondes plus tard, l'engin se dégageait à une vitesse vertigineuse. Vous savez, on a mesuré des taux d'accélération absolument incroyables. Et on ne peut pas les imputer à des engins conventionnels, c'est clair. Pendant 60 minutes, les pilotes ont joué malgré eux au chat et à la souris avec l'engin. À chaque fois que la cible était verrouillée sur le radar et dans la ligne de mire du F-16, l'engin inconnu se dégageait à toute vitesse. La cible allait beaucoup plus vite que les F-16. Quand les militaires ont analysé le film enregistré sur le radar, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Voici le film authentique de l'enregistrement du radar F-16. L'OVNI apparaît au milieu de l'écran comme un petit losange. Le chiffre, en haut à droite de l'écran, indique l'altitude de l'engin en milliers de pieds. La première fois que le pilote a verrouillé sa cible, l'engin était à 7000 pieds d'altitude. En quelques secondes, il est monté à 10 000 pieds. Puis l'engin a plongé à moins de 500 pieds en 5 secondes, tout en accélérant à une vitesse de 1500 km/h, c'est-à-dire 1,5 fois la vitesse du son. Cette fantastique combinaison d'accélération et de descente aurait été mortelle pour un pilote humain. Il s'est passé une autre chose surprenante. Bien que l'engin ait été plus rapide que la vitesse du son, personne à terre n'a entendu de bang supersonique. Or, normalement, c'est inévitable. Bien que des milliers de témoins aient rapporté avoir observé des ovnis, bien que ces ovnis aient été enregistrés sur des radars militaires, et bien qu'un engin inconnu ait été capable de semer des chasseurs F-16 extrêmement sophistiqués, des sceptiques continuent de penser qu'il ne s'agit que d'une hystérie collective. Ils pensent que les enregistrements des radars sont dus à de faux échos ou à des changements de conditions atmosphériques. Il y a eu des milliers de témoignages en Belgique et je pense que c'est notre devoir d'essayer de savoir s'il y a vraiment eu quelque chose dans le ciel. D'où ça venait, quelle en est l'origine et quelles sont leurs intentions. Effectivement,
Il s'est passé en Belgique quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Une dernière chose étonnante à signaler. Il y a eu des milliers d'observations d'OVNI rapportées en Belgique, mais très peu dans les pays voisins, l'Allemagne, la France ou les Pays-Bas. Les sceptiques voient en cela une preuve supplémentaire qu'il ne s'agit que de fantasmes ou d'hallucinations. Pourtant, certaines personnes ont avancé une explication. Les ovnis sont peut-être attirés par la lumière des autoroutes belges qui sont si bien éclairées la nuit que les astronautes les ont remarqués de l'espace lors des missions Apollo sur la Lune. Là, Patrick Baudry, ça demande une confirmation. Vous n'êtes pas allé sur la Lune, mais enfin avec Jean-Loup Chrétien, vous êtes le Français qui est allé le plus haut, qui s'est le plus éloigné de notre bonne vieille planète. Est-ce que c'est vrai qu'on peut voir les autoroutes belges et leur signalisation lumineuse depuis Alors, de la Lune, non. De la Lune, on ne peut pas voir les autoroutes belges, mais de l'espace, oui. Vous y êtes pas allé. C'est-à-dire oui, mais je veux dire, on a parlé avec tous nos amis qui étaient sur la Lune, ils sont 12. Ouais. Et de la Lune, on ne voit ni la muraille de Chine, ni les autoroutes belges. Par contre, de l'espace et des orbites qu'on utilise quotidiennement aujourd'hui, à peu près à 300, 400, 500, 600 kilomètres. Il parle de tous les jours se balader à 400 kilomètres. Là, on voit très bien les autoroutes belges, on voit très bien tout ce qui a une très grande dimension linéaire et qui est lumineux en période de nuit, c'est-à-dire qu'on est de l'autre côté de la Terre par rapport au Soleil. Okay. Alors, il faut tout de suite préciser, et là, je me retourne vers nos amis belges, Michel Bougard, président de la SOBEPS, Léon Brennick, physicien qui travaille pour la SOBEPS. Les autoroutes belges étaient éclairées comme elles le sont aujourd'hui, bien avant cette affaire de 89. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bon. Je crois qu'il ne faut pas chercher dans la structure autoritaire belge les raisons. Okay. C'est sans doute un indice, je crois qu'il faut en parler. Bon. Nous avons par exemple dans nos listes des cas des témoignages mentionnant clairement des objets évoluant aux abords des autoroutes. C'est assez fréquent dans la liste des témoignages que nous avons reçus, mais je crois qu'il est difficile d'établir un lien de cause à effet entre les deux événements. Bon, moi je disais tout à l'heure que cette affaire était exemplaire, elle l'est à plus d'un titre. Ce général extraordinaire. On se demande dans quel pays on trouvera une autorité militaire de ce niveau qui accepte de parler comme il a parlé. Bon, l'enquête de la SOBEPS. Alors la SOBEPS, Société belge d'études des phénomènes spatiaux, c'est une société d'amateurs. Vous avez fait une enquête peut-être la plus approfondie au monde sur l'affaire des ovnis belges. Combien de témoignages avez-vous recueillis? Alors, je dirais que de témoignages, probablement plusieurs milliers, mais nous préférons parler d'enquête, parce que je crois que chaque enquête représente en fait plusieurs témoignages. C'est ça. Il y a plus de 1000 enquêtes qui ont été à l'heure actuelle quasiment achevées. Alors, de ces enquêtes, il ressort, et c'est là votre témoignage est précieux, il ressort en quelque sorte un portrait robot de l'OVNI, car il semble que ça a été longtemps le même, de l'OVNI qui a commencé à apparaître en 89. Alors faites-nous ce portrait robot de cet OVNI. C'est qu'il se dégage de nos enquêtes une très grande cohérence, à la fois dans la description de l'objet et dans la chronologie des événements. Donc il y a des soirées où nous avons pu suivre quasiment de minute en minute l'évolution du phénomène sur plusieurs kilomètres carrés, avec excessivement de précision dans les détails rapportés. Je crois que le film rend bien compte de la morphologie générale du phénomène. Alors, quelles sont ces autres caractéristiques, à part les caractéristiques visuelles que nous avons vues dans le film? Oui, bon, je crois que l'essentiel, c'est cette plateforme triangulaire, très massive, majestueuse, telle que les témoins la signalent, avec un déplacement très lent, comme le montre le film, dans un silence intégral. Déplacement lent, mais des accélérations parfois brutales, des mouvements zigzags également qui ont été signalés, des mouvements à angle droit. On le montre également dans le film, qui est en fait une sorte de synthèse de différents éléments de témoignage. La présence de structures lumineuses annexes, comme ces sphères orange ou rouges, qui se détachent, qui peuvent quitter effectivement cette plateforme et avoir un mouvement tout à fait autonome. Est-ce qu'il y a eu des témoignages à contrario, c'est-à-dire des gens qui étaient présents sur les mêmes lieux que les différents témoins dont vous parlez, et qui eux n'ont rien vu ou ont vu autre chose très très différente? La plupart du temps, les témoignages convergent, et c'est assez fréquent de trouver plusieurs témoins qui sont pas nécessairement strictement au même endroit et qui ont vu le même phénomène. Avez-vous une petite idée de la plus grande dimension qui a été observée par les témoins? L'ordre de grandeur moyen, je crois que c'est de l'ordre de 40 à 50 mètres d'envergure. Mais il y a un cas que M. Brennick connaît bien, parce que je crois qu'il a mené une partie de l'enquête, où l'objet a été décrit comme ayant quasiment la taille d'un terrain de football,
il y a un cas d'une structure... Comment on peut faire pour le mesurer de façon aussi précise? Eh bien, écoutez... En fait, là, les témoins travaillaient dans une cour d'usine de nuit, et ils ont vu une espèce de plateforme passer au-dessus de la cour d'usine. Ils ont à peu près estimé sa vitesse, et ils ont mesuré le temps que ça a pris pour qu'elle défile complètement. Alors, un petit calcul. À partir de là, évidemment, les estimations de vitesse sont toujours un peu douteuses, mais on peut situer la dimension entre 500 mètres et 1000 mètres. Patrick Baudry, vous connaissiez cette vague d'OVNI sur la Belgique, mais qu'est-ce que vous en pensez après avoir vu ce film? Après avoir vu ce film, c'est assez troublant. Et en tout cas, c'est passionnant parce que ce sont des témoignages répertoriés qui ont été étudiés et recueillis par des gens avec un esprit rigoureux et scientifique. Donc, c'est particulièrement intéressant. Et il sera encore plus intéressant de connaître l'explication finale, quelle qu'elle soit. Alors, les sceptiques avancent l'hypothèse d'un engin fabriqué par l'homme, et on parle beaucoup, à chaque fois qu'il y a une affaire d'OVNI, des fameux avions furtifs américains. Alors c'est un domaine que vous connaissez bien. C'est-à-dire que d'une manière générale, il faut quand même reconnaître que les prototypes américains, certains prototypes américains, ont été développés et ensuite même utilisés d'une manière opérationnelle, sans que nous, disons, même du monde occidental, peut-être nos collègues soviétiques à l'époque, en tous les cas sans que nous le sachions et nous connaissions ces appareils. Donc effectivement, à chaque fois qu'on aboutit à une question sans réponse, mais avec une forme, avec des caractéristiques de vitesse, de performance qui correspondent à un avion, similaires avec le fameux prototype. Oui, Léon Brenick, le F-117, une série de prototypes, soit avoués comme le F-117 ou d'autres comme le projet Aurora ou d'autres, ou Black Manta, qui ont une forme triangulaire. C'est ça. Mais on conçoit difficilement que les autres caractéristiques de vol qui ont été observées soient celles de ces prototypes-là. Par exemple, le vol stationnaire avec très peu de bruit, pratiquement aucun bruit ou un léger bourdonnement. Ils sont furtifs pour les radars, mais ils font du bruit. Oui, ils ne sont pas furtifs, en tout cas, du point de vue acoustique. L'absence de poussée sur l'air, de souffle sur l'air perçu par des témoins qui étaient très proches, et aussi ces objets, ces sphères lumineuses qui se détachent et qui vont, dans certains cas en tout cas, visiter les témoins de plus près, ça c'est déjà un petit peu plus difficile. Disons que ça ferait penser alors à un prototype qui est l'aboutissement d'une recherche ultra secrète et menée depuis de nombreuses années. Bon alors, hypothèse à écarter. Vous, de la SOBEPS, votre conviction intime, personnelle, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel de Belgique de novembre 89 et pendant les mois qui ont suivi? Eh bien, je crois que nous avons la conviction, je crois que chacun a son idée, sa petite idée derrière la tête. Je crois que nous avons la conviction, au vu des éléments rassemblés, que tout concorde à évacuer toutes les hypothèses, je dirais, humaines. Vous nous expliquez, là, que en aucun cas, ce qui est apparu dans le ciel de Belgique pendant des semaines et des semaines ne peut être d'origine humaine. C'est un sentiment. Bon, alors il n'y a plus qu'à c'est un sentiment, ce n'est pas une certitude. C'est pas d'origine humaine, c'est d'origine extraterrestre. Je ne crois pas qu'on puisse aller aussi vite en besogne. Ça resterait un sentiment parce que de toute façon, la seule chose dont on dispose, ce sont des témoignages humains, donc soumis à subjectivité. Donc, si on veut aller au-delà, et moi, quand on en a des milliers, personnellement, en tant que scientifique, je ne rejetterai pas l'hypothèse extraterrestre. C'est une hypothèse de travail comme une autre. Parce qu'effectivement, l'idée d'un prototype humain souffre d'un certain nombre de désavantages ici, rien que à penser par exemple aux motivations qui auraient pu faire qu'une puissance quelconque teste un prototype secret au-dessus d'une zone aussi peuplée que la Belgique, et cela pendant 2 ans. Donc là, il y a, disons... alors que si ce sont des extraterrestres, on peut leur trouver un mobile plus facilement. Et disons, là, les mobiles des extraterrestres, là, on est... effectivement, on n'est pas préparé pour les connaître. Bon. Et on peut supposer qu'ils sont extrêmement différents. Oui. Bien, moi, je ne vais pas éluder votre question, et je vais vous dire une chose. Il faut faire l'hypothèse extraterrestre si l'on veut avancer. J'entends, il ne faut pas l'éluder, il ne faut pas détourner la tête d'une accumulation de faits, mais pas seulement de faits. Non, je veux aussi répondre à votre question. Ouais. Moi, j'exclus pratiquement totalement l'hypothèse extraterrestre
pour une raison très simple, c'est que je ne peux pas croire et penser que des gens, a priori beaucoup plus intelligents que nous, d'une autre manière, de manière de toute façon plus développée, puisque auraient été capables de venir jusqu'à une planète qui tourne autour de notre étoile, le Soleil, alors que nous, on est encore très très loin d'en être capable. Donc, disons que ces gens-là, que cette intelligence-là, sont arrivés jusqu'ici et fait un petit tour et soit repartis. Notre Terre est tellement belle, ce qui s'y passe est tellement intéressant. Non, je plaisante, mais réellement, est-ce que vous pouvez imaginer que on arrive jusque-là et qu'on s'en aille sans aller plus loin? C'est Michel Bougard, parce que je crois que l'inconvénient de l'hypothèse extraterrestre, c'est qu'elle explique tout. Dans la mesure où on ne peut prêter, je crois que l'hypothèse extraterrestre, on ne peut dire à aucun moment quelle est la psychologie d'un extraterrestre. Quels sont les mobiles qui se cachent derrière leur intervention, de leur manifestation. Le mot de la fin. Oui, Michel Bougard pour la semaine. Je laisserai à Léon Brenick le soin de préciser un peu le détail de l'information que je vais amorcer. Je crois que c'est vrai que l'expérience qu'on a vécue à Belgique a montré qu'il est possible qu'il y ait une collaboration entre des scientifiques, le monde politique et militaire, et la gendarmerie également, et des groupes privés qui ont une certaine expérience du terrain et qui savent aller enquêter, qui ont un contact avec le public. Je crois que tout ça est en train d'évoluer au niveau européen. Et M. Brenick peut peut-être donner une information assez précise à ce propos-là. C'est-à-dire, en fait, il y a à peu près 2 ans, un parlementaire européen, le ministre belge Di Rupo, a posé une question au Parlement européen qui était de savoir s'il était nécessaire de créer une commission d'enquête de la communauté européenne à propos des ovnis. C'était en plein milieu de la vague d'observation ovni belge. Suite à ça, un physicien italien de très grande carrure internationale, lui aussi parlementaire européen, a été chargé de faire une enquête. Il arrive aux conclusions de cette enquête actuellement, et dans ses conclusions, il recommande la création d'une entité européenne, tout en disant qu'effectivement c'est un début et que, disons, il faudra pas des moyens énormes, mais il faut donner un support et reconnaître que ce type d'investigation doit avoir un statut et doit être aidé. Dites-moi, pour en terminer, si demain, tous autant que vous êtes, on vous apportait la preuve que tous ces phénomènes d'OVNI recensés depuis des décennies, eh ben, il y avait aucun extraterrestre là-dedans. Vous seriez pas un petit peu déçu quand même? Forcément déçu. Ah, oui, absolument. La question, le rêve est très important pour chacun d'entre nous. Donc, émerveillé si on vous disait ce sont des extraterrestres. Ah oui, ce serait fantastique. Plus grande information de votre vie, Patrick Baudry. Ah, certainement, et de très loin, oui. Eh ben, je vous souhaite de l'avoir, cette information. Merci. Merci, messieurs. Au revoir. S'il y a une question que nous nous sommes souvent posée dans Mystère, c'est bien celle de la vie après la mort. Quel est donc cet étrange voyage que racontent certains de ceux que les progrès de la médecine ont permis de ramener à la vie après une courte interruption? Alors, là où leur récit nous étonne encore plus, c'est quand ils affirment avoir rencontré au cours de ce voyage leur ange gardien. Et c'est justement ce qui est arrivé à Nicole Dron. Les anges, créatures merveilleuses, messagers de Dieu, êtres de bonté et de miséricorde, qui selon l'Ancien Testament et les Évangiles, apparaissent parfois aux hommes pour les guider et les secourir. Les anges existent-ils vraiment? Existent-ils toujours? C'est après avoir côtoyé la mort de très près que des milliers de personnes affirment avoir rencontré ces anges. Je dirais simplement que j'ai rencontré des êtres de lumière. Est-ce des anges? Est-ce des êtres plus évolués, des guides spirituels, ou des êtres simplement plus évolués qui étaient là? Je n'en sais rien. Nicole n'est pas la seule à avoir vécu cette expérience. Tous les témoins font le même récit et parcourent le même chemin pour arriver jusqu'à ces êtres de lumière. Ils ont d'abord l'étrange sensation de sortir de leur corps, puis d'être projetés dans un tunnel noir. Et puis, j'ai commencé à flotter et j'ai débouché dans une espèce de trou noir. Tout était noir. Je montais au milieu, au centre, et à une vitesse vertigineuse. Et puis là, j'ai eu un moment d'angoisse, parce que j'étais dans le noir. Et j'ai levé la tête, j'ai vu un point lumineux.
Et je me suis dirigée vers ce point de plus en plus rapidement. Et plus je montais vers ce point, plus ce point grandissait, plus la lumière s'ouvrait. Pierre Jovanovic a enquêté pendant 6 ans sur ces mystérieuses expériences. Les récits de centaines de témoins présentent d'étranges similitudes. Alors, c'est effectivement similitude est un mot faible parce que partout, je veux dire, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Hollande, en Afrique, en Russie, peu importe le pays, la nationalité, la religion, l'âge, le sexe, vous avez toujours le même cas, c'est-à-dire la personne sort de son corps, bang, dans le tunnel, ok. Au bout de ce tunnel, il y a une lumière blanche, et cette lumière l'attire terriblement. La personne veut se fondre dans cette lumière. Alors ça, c'est universel, hein, c'est absolument stupéfiant. Sortie de corps, tunnel. Bon, alors une fois qu'ils sont de l'autre côté, bon, parfois il y a un jardin, parfois il y a une ville, parfois ils flottent, ils ressentent un amour terrible. Cet extraordinaire voyage, Nicole Dron l'a vécu en janvier 1968, au cours d'une opération chirurgicale. Transportée d'urgence à l'hôpital à la suite d'une hémorragie, Nicole fait un arrêt cardiaque pendant l'opération. Elle est en état de mort clinique. Les médecins tentent de la ranimer en vain. Mais Nicole, elle, sait qu'elle est toujours en vie. Et soudain... Je me suis trouvée au plafond. Tout ce qui était moi, mon être profond, était au plafond. Et j'étais très étonnée parce que, au départ, je voyais de tous les côtés à la fois. Et j'ai vu aussi mon corps qui était étendu sur la table d'opération avec... vraiment, j'étais très, très impressionnée parce que j'étais à l'extérieur et je prenais conscience d'être l'habitant de mon corps. J'étais surtout cadavérique. Mais ça n'avait déjà plus d'importance parce que déjà, je n'étais plus identifiée avec mon corps. Et j'ai attendu le chirurgien qui a dit « Merde, elle me claque dans les mains. » Nicole essaie de toucher les objets autour d'elle, mais sa main traverse la matière. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourtant, elle n'a pas peur. À quelques mètres de là, le mari de Nicole attend anxieusement la fin de l'opération. Mais quelque chose ne va pas. Que se passe-t-il? Il remarque l'affolement des infirmières. Je me rappelle que je ne me suis pas du tout attardée dans cette salle d'opération. J'ai pensé à mon mari qui m'attendait dans la salle d'attente et je prenais conscience de traverser les murs. Nicole arrive dans la salle d'attente, mais Michel ne la voit pas. Elle tente en vain de le toucher. Et soudain, Nicole est aspirée à grande vitesse dans un long couloir. Elle se retrouve dans un long tunnel sombre et angoissant. Je me suis dit, mais ça y est ma fille, tu es morte. Et j'ai trouvé que vivre dans cet état toute une éternité, c'était monstrueux. Et au loin, heureusement, j'ai vu une lumière. Pour moi, c'est un petit peu comme si on voyait une étoile simplement dans une nuit d'encre. J'étais projetée vers cette lumière-là. Quand elle sort de cette lumière, Nicole arrive dans un jardin merveilleux. Tout est calme et sérénité ici. Et Nicole découvre ce paradis avec enchantement. J'étais très bien. Et je me suis dit que nous faisions tout le contraire parce que sur la terre, lorsque nous perdons un être cher, c'est humain, c'est le chagrin, c'est le désespoir. Mais moi, maintenant, je me dis qu'ils sont là. Et donc, c'est vraiment un réconfort. On devrait tous savoir ça. Et c'était comme si j'étais unie au principe de vie et je circulais en tout. Rien qu'un brin d'herbe, c'était une merveille pour moi. Parce que j'en voyais la vie qui circulait à l'intérieur. Je voyais sa couleur, il y avait d'autres fleurs. Il y avait des couleurs beaucoup plus pastel. Il y avait surtout la vie qui circulait en tout. Il y avait une correspondance entre les sons et les couleurs. Les sons devenaient couleurs. Dans ce jardin, Nicole va faire une étrange rencontre. Un jeune homme va s'approcher d'elle
et elle saura instantanément qu'il s'agit de son petit frère, décédé à l'âge de 7 mois. Nul besoin de parole. Entre eux, la communion sera parfaite. J'avais la certitude absolue que c'était mon frère. Je crois que ça ne s'explique pas, c'est une reconnaissance d'Abraham. Les milliers de personnes qui ont vécu comme Nicole ce voyage au-delà de la mort décrivent la même chose. Eux aussi ont rencontré des êtres chers, décédés depuis de nombreuses années. Certains y ont même rencontré des êtres fabuleux, resplendissants de lumière et de bonté. Je me rappelle aussi m'être trouvée en face d'un être de lumière. Je ne peux pas le décrire vraiment. Je me rappellerai toujours de la noblesse de cet être-là. C'était un être comme vous et moi, mais il resplendissait de lumière. Je me suis trouvée très petite devant lui. Il avait un regard, un amour immense, mais ce n'était pas un amour sensiblerie, tel qu'on a l'habitude de le vivre sur la terre. C'était un amour force. Et il m'a demandé « Comment as-tu aimé ? Et qu'as-tu fait pour les autres ?» Et je n'ai jamais entendu une question aussi exigeante. Toutes les descriptions de ces anges de lumière sont étonnamment similaires. Mais je ne pourrais jamais décrire la grandeur d'âme de cet être. Tout d'abord, ce sont nos deux yeux qui ont fusionné. Et lorsqu'il m'a regardé, j'ai su qu'il savait tout de ma vie. Je ne pouvais pas lui cacher 5 minutes de mon existence terrestre. Des spécialistes ont comparé des milliers de témoignages de par le monde. Et le comportement ainsi que la personnalité de ces anges de lumière sont toujours les mêmes. Il est toujours très très majestueux. Alors là, c'est une présence vraiment impressionnante. Il dégage une supériorité de transcendance extraordinaire. Et la personne a l'impression d'être complètement percée jusqu'au fond de ce qu'elle est. Et alors là, c'est terrible et magnifique à la fois. Mais la personne, soit elle tombe à genoux, soit elle se sent complètement ébranlée dans ses fondations. Et très souvent est lié à cette apparition l'examen de conscience. Cet examen de conscience, Nicole y a été confrontée aussi. L'ange de lumière lui a fait revoir les grandes étapes de sa vie et lui a montré quand elle n'avait pas bien agi envers les autres. Aucun reproche, aucun jugement, seulement la conscience de ce que l'on aurait pu faire pour aider, pour aimer son prochain. Puis l'ange a montré à Nicole toute la misère qui règne encore sur la terre. Les guerres, la famine, la violence que l'homme engendre contre l'homme. C'est par cette douloureuse prise de conscience que Nicole a pu comprendre que la seule réponse aux souffrances humaines sont l'amour et la bonté. C'est seulement après cette difficile épreuve que Nicole a pu se sentir totalement pardonnée. La conscience libérée, elle a pu enfin s'imprégner de ce jardin merveilleux. Mais son voyage dans l'au-delà n'est pas terminé. L'ange de lumière va maintenant faire découvrir à Nicole un autre endroit extraordinaire. Il la conduit devant un mur étincelant, et Nicole comprend que chaque pierre précieuse symbolise les bonnes actions que l'homme peut accomplir dans le monde des vivants. Puis, c'est l'ultime étape, et l'ange va la conduire dans une ville gigantesque. Je me rappelle m'être trouvée dans une ville de lumière, et là je me suis dit, ma fille, c'est la gloire des gloires. Si Nicole n'a fait que rêver ce voyage fantastique, comment expliquer que des centaines de témoins décrivent eux aussi la même ville de lumière? Cette ville de lumière est un dénominateur commun de toutes ces expériences aux frontières de la mort, et cette ville est omniprésente. Ça me fascine beaucoup. Ça me fascine beaucoup. Et je me demande dans le bouquin si est-ce là la nouvelle Jérusalem, la ville qu'on va reconstruire en 3 jours.
Mais Nicole va revenir de ce voyage au-delà de la mort. Les médecins ont réussi à la sauver. Pourtant, désormais pour elle, plus rien ne sera comme avant. Et lorsque je me suis réveillée, je me rappelle que j'avais une musique d'une beauté inouïe. Et en même temps, toute la profondeur de l'expérience partait. Et je sais que je n'ai retenu qu'une infime proportion de cette immense expérience. 25 ans ont passé et Nicole a choisi de témoigner. Car après cette expérience, elle est convaincue qu'il y a bien une vie après la mort et qu'il existe des êtres extraordinaires de bonté et d'amour, des anges de lumière qui toujours veillent sur nous. Et Nicole Dron est avec nous. Cet être de lumière que vous avez rencontré, que d'autres peuvent appeler ange gardien, vous êtes toujours certain de sa présence? Il continue à vous guider, à vous protéger? Vous avez de ses nouvelles depuis 25 ans? Je m'attendais à cette question, mais je crois que nous tous, nous avons des anges gardiens, nous avons des nouvelles, comme on dit, c'est par des impressions, par des intuitions. Quelquefois, on se sent protégé. Et oui, j'en suis. Vous savez, au départ, on se dit, c'est un hasard. C'est une coïncidence, il m'arrive telle et telle chose. Et après, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de hasard et de coïncidence. Et vous n'avez jamais douté de son existence? Je n'ai jamais douté de son existence. À côté de vous, celui qu'on ne présente plus, selon la formule consacrée, le professeur Huguenard, le créateur des SAMU. Le professeur Huguenard, c'est 50 ans de médecine et de médecine lourde, c'est le cas de le dire, et 50 ans d'expérience de réanimation. Et puis Pierre Jovanovic, mon confrère, journaliste, correspondant en Californie à l'heure actuelle du Quotidien de Paris, qui lui alors s'est livré à une enquête assez extraordinaire pour un journaliste, puisqu'il a fait une enquête sur l'existence des anges gardiens. Ça a donné un énorme bouquin, une enquête qui a duré un temps fou. Il semble qu'au terme de votre enquête, vous soyez persuadé de l'existence des anges gardiens. Oui, tout à fait. Après 5 ans d'enquête, 5 ans de lecture, des centaines de personnes interrogées, de témoins, j'ai constaté que tout se recoupe dans les expériences aux frontières de la mort. Mais surtout, ce sont les témoignages d'autres confrères qui m'ont effectivement convaincu, si je puis dire. Bon, professeur Huguenard, vous êtes un familier de ce que l'on appelle la mort imminente. En réanimation, vous en avez vu, hein, des gens vous filer entre les doigts que vous avez peut-être ramenés. Pour vous, ce voyage, ces rencontres, ça peut exister ou ça n'existe pas? Mon point de vue est que si l'on veut étudier ces phénomènes de façon rigoureusement scientifique, ce qui me semble souhaitable, ce qui est même la seule façon de les aborder, on va se heurter à de nombreuses difficultés. Parce que pour qu'un fait soit reconnu comme scientifique, premièrement, il faut qu'il soit observé. Deuxièmement, il faut qu'il soit enregistré, mémorisé autrement que dans la mémoire des hommes. Et troisièmement, il faut qu'il soit reproductible. Qu'est-ce qu'on a observé jusqu'à présent? Strictement rien. Observé, ça veut dire vu, regardé. Exact. Alors pourquoi on refait Moody en convient. On travaille sur des rapports. Je ne dis pas sur des racontards. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de refaire ça en laboratoire? Ah ben justement, ça j'allais vous le dire. Ouais. C'est le troisième point. Il faut que les faits soient reproductibles. Vous l'avez fait, non? C'est extrêmement difficile. Nous l'avons fait, mais de façon discutable. Je dis que s'il s'agit de faits scientifiques, ils doivent être observés, ils doivent être enregistrés, ils doivent être reproductibles. Ils sont pas observés, ils sont racontés. Les enregistrer, comment? En faisant un électroencéphalogramme, ça se fait pendant le sommeil, ça, on étudie beaucoup le sommeil, mais c'est pas un électroencéphalogramme qui nous dira si les visions sont colorées, ou pas, bien entendu. En général, le problème, c'est à ce moment-là, ils sont morts et avec un électroencéphalogramme plat. Alors, c'est un peu dur. Oui, Nicole. Justement, voilà le cas de Christelle, elle avait 19 minutes de mort clinique avec électroencéphalogramme plat. Le cas a été publié par un journal américain intégralement médical. Vous pouvez le consulter. Oui, mais j'en ai consulté d'autres. Mais non, vous n'avez pas consulté d'autres. Regardez les travaux de Moody. Pierre, vous qui avez enquêté aux États-Unis, est-ce que vous avez une statistique? Combien est-ce qu'on a recensé de NDE? La statistique de l'Institut Gallup donne globalement 12% dans la population américaine qui a expérimenté soit une expérience frontière de la mort, soit une expérience de décorporation toute simple pendant le sommeil.
Ça représente donc combien de millions de personnes sur le territoire des États-Unis? C'est entre 15 et 20 millions de personnes, ce qui est énorme. Nicole Dron, Oui. 25 ans après, jamais vous ne vous êtes dit, dans le fond, j'ai peut-être eu une hallucination? Non, jamais. Je vais vous dire pourquoi aussi, parce que il m'a été donné des informations durant cette expérience, des informations qui se sont réalisées après dans ma vie. Quelles informations et par qui vous ont-elles été données? Bon, par qui? Bon, par les êtres qui se trouvaient là-bas. Mais vous savez, quand on rentre dans cette lumière qui est un amour total, mais qui est aussi la connaissance totale, on rentre dans la connaissance. C'est comme si on rentrait dans une salle d'enseignement sans maître. Vous voyez, cette connaissance, elle vous imprègne. Donc, j'ai vu plus tard, j'ai vu mes beaux-parents, ma grand-mère qui vieillissait, et on me montrait que tous les trois mouraient dans un laps de temps très rapproché. Je n'avais pas les dates de leur décès. Je savais que c'était dans l'avenir. Et que 2 mouraient à 3 semaines d'intervalle. Au mois de janvier 81, le 27 janvier 81, mon beau-père est décédé. C'était un mardi. 3 semaines après, ma grand-mère est décédée, le même mardi. Et l'année suivante, c'était ma belle-mère. On me disait que mes enfants, tous les 2, se casseraient la jambe. Tous les 2 se sont cassés la jambe. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça. Bien. Ben, je vous remercie tous les trois. Je remercie surtout Nicole Dron. Bon, professeur. Il n'y a vraiment pas de quoi. Non, mais peut-être qu'un jour, vous arrivera. Écoutez, je vous enverrai les photocopies de tous les travaux américains qui ont été publiés dans le journal. Non, envoyez-moi un ange gardien comme celui qui est sur la couverture de votre livre. D'accord. C'est vrai qu'il est très beau. Alors là, j'y croirai. Oui. Et je lui ferai partager ma foi. Vous vous en souvenez certainement, c'était au début du mois dernier. Il s'agit d'un homme de 58 ans qui souffrait depuis plus de 16 ans d'une sclérose en plaques et qui a retrouvé l'usage de ses membres de retour de Lourdes où il avait fait le pèlerinage pour la 2e fois. Naturellement, dans son village, maintenant, tout le monde l'appelle le miraculé, mais pour l'Église, ça ne suffit pas. Il faudra évidemment de longues années d'enquête et d'expertise médicale pour que Jacques Salone, c'est le nom de cet homme, soit éventuellement reconnu comme officiellement miraculé, auquel cas il serait le 66e miraculé de Lourdes. Le 65e cas, c'était celui d'une petite Sicilienne qui s'appelle Delizia Siroli, et il a fallu quand même 12 ans pour que l'Église reconnaisse qu'il s'agissait d'un miracle officiel. C'est ici, à Paterne, une petite ville de Sicile, qu'est née il y a 28 ans au sein d'une modeste famille italienne, Delizia Siroli. Une enfant qui allait vivre une expérience extraordinaire. Delizia est aujourd'hui une femme. Elle reste marquée à jamais par le drame qu'elle a vécu dans son enfance. Souvent, elle se souvient. Nous sommes en mars 1976. Delizia est alors âgée de 11 ans. Comme tous les matins, elle se lève tôt pour aller à l'école. Mais ce matin-là, la petite Delizia ne se sent pas bien. Delizia, va bene? L'institutrice comprend que quelque chose ne va pas. La fillette a très mal au genou. Elle décide de la ramener chez elle et incite sa mère à la faire examiner par un médecin. Đừng chào cả người.
Lorsque j'ai commencé à ressentir une douleur à la jambe, je l'ai dit à ma mère, mais elle a pensé que c'était une excuse pour ne pas aller à l'école. Delizia a regagné la chambre du petit appartement familial. Son père a été prévenu. Il est rentré tout de suite. De quoi souffre-t-elle? La petite a vraiment trop mal. Il faut appeler un médecin. Le docteur Falika ne peut pas se prononcer. Il faut faire des analyses et des radiographies. Dès le lendemain, sa maman l'emmène à l'hôpital de Paterne. Buongiorno Delizia, come stai? Entri, su, la prego. Un po' che non ci vediamo, a vedere un po'. Sì, sta abbastanza bene, non è una cosa... Delizia va subir toute une série d'examens. Ma mère m'a fait faire des radios. On s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors elle m'a emmenée à Catane. On a montré les radios au professeur Mollica. Il a dit qu'il y avait un problème et que je devais être hospitalisée pour y subir une biopsie, pour savoir plus exactement ce que j'avais. La mère de Delizia se rend compte que les premiers résultats sont très inquiétants. Pour ne pas l'effrayer, j'ai menti. J'ai seulement parlé de simple analyse. Je n'avais même rien dit à mon mari. J'ai gardé le secret. Pour la suite des examens, la petite Delizia est hospitalisée à Catane. La petite était particulièrement maigre. Son état général était inquiétant. Les premiers examens radiographiques et les analyses étaient clairs. Il s'agissait d'une tumeur maligne du squelette. Trattarsi di un tumore maligno primitivo dello scheletro. Les résultats des examens sont implacables. Delizia a un cancer. Elle est condamnée. Les médecins proposent l'amputation sans pour autant garantir la guérison. Ils annoncent à ses parents qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. Les médecins conseillaient l'amputation de la jambe. Mes parents ont refusé parce que cette amputation n'allait pas me guérir. Elle m'aurait permis de vivre quelques mois de plus et rien d'autre. Non si vuole che si faccia l'operazione. Le père de Delizia n'arrive pas à se résigner. Mon père disait, si ma fille doit mourir, je préfère qu'elle meure comme ça. Il ne voulait pas augmenter ma souffrance inutilement. Il ne peut pas accepter l'idée que sa fille soit amputée.
J'étais désespérée. Dans la nuit, je priais. Seigneur, montre-moi le chemin, fais quelque chose pour moi. Je savais que mon enfant était en train de mourir et j'étais impuissante. L'institutrice de Delizia a entendu parler d'un pèlerinage dans un sanctuaire à Lourdes, où il paraît que Dieu fait des miracles et guérit les malades. Tout le village se cotise pour permettre à Madame Cirolli d'emmener Delizia à Lourdes. Je n'avais jamais entendu parler de Lourdes. Je ne savais même pas que c'était un sanctuaire. Alors quand on m'a demandé de prendre une décision, j'ai dit « Si l'enfant peut voyager, pourquoi pas ?» Et nous sommes partis. Malgré sa faiblesse, Delizia va entreprendre le long voyage pour Lourdes. Lourdes, connue du monde entier et où depuis plus d'un siècle, des milliers de fidèles viennent prier pour la guérison des malades et des handicapés. Il s'y produit parfois des phénomènes qui restent inexpliqués par la science. Pendant 5 jours, Delizia va parcourir toutes les étapes du pèlerinage et surtout la grotte où la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous. Et enfin, elle se baigne dans l'eau sacrée du sanctuaire. Des milliers de pèlerins sont venus, comme elle, chercher la guérison. De retour à Paterne, l'état de Delizia est de plus en plus critique. Elle ne pèse plus que 22 kilos. Sa mère ne peut que lui faire boire de l'eau bénite de Lourdes en priant. On attendait la fin. Elle souffrait terriblement. Les douleurs étaient si intenses qu'un jour elle m'a dit « Maman, donne-moi un couteau, je veux mourir. » Un jour, elle s'est sentie tellement mal qu'elle s'est mise dans son lit comme quelqu'un qui va mourir. Elle était droite, raide. Elle souffrait terriblement. C'était le travail de la mort. Et elle n'a plus ressenti de douleur. Elle s'est levée. Elle est venue dans la cuisine. Mais en la voyant, je n'ai pas compris ce qui se passait.
C'est incroyable. Delizia semble guérie. En mai 1977, de nouvelles radiographies confirment la disparition de la tumeur, sans traitement spécifique et sans aucun médicament. Son état de santé continue de s'améliorer régulièrement. Les médecins ne s'expliquent pas sa guérison. La guérison a eu lieu, c'est indiscutable. C'est une chose hors du commun. Cette guérison est inexplicable. Elle est survenue exceptionnellement à travers des mécanismes que nous ne connaissons pas encore parfaitement bien. En juillet 1977, Delizia et sa mère retournent à Lourdes et se présentent au bureau médical pour faire constater la guérison. Or, depuis qu'elle est venue, on n'a plus constaté aucune autre lésion et nous constatons toujours au contraire que la mobilité est tout à fait normale. Elle se laisse faire, voyez, sans aucune douleur. Vous voyez donc qu'il n'y a plus aucune trace de cette tuméfaction, de cette lésion qu'elle a fait à son genou. On peut considérer donc que cet enfant est vraiment guéri dans des conditions qui nous étonnent et qu'il est nécessaire maintenant de faire passer son dossier peut-être à l'autre instance médicale. Nous sommes, nous, médecins, pour jamais parler de miracle. Nous n'employons jamais ce mot-là. Nous disons qu'il s'agit d'une guérison d'une maladie parfaitement déterminée, qui avait un pronostic tout à fait redoutable et qui a guéri contre toute attente, qui a eu une évolution vers la guérison inespérée, extraordinaire, inexplicable, et de façon définitive. Le comité médical international ayant, après l'étude du dossier de Delizia, confirmé par vote la nature exceptionnelle et scientifiquement impossible de la guérison, l'archevêque de Catane examine à son tour le dossier. Lorsque j'ai eu la certitude qu'il s'agissait d'un fait extraordinaire, alors j'ai déclaré que c'était un miracle. Proprio con un mio documento, che si trattava di un miracolo. E siccome questo è un Saint-Siège a confié cette tâche aux évêques des territoires où se produisent les miracles. Dei territori dove avvengono questi fatti. Allora io ho assunto le mie responsabilità. J'ai pris mes responsabilités et j'ai signé le décret et l'ai annoncé à la presse. Sottolineando che si trattava di un segno del cielo. Le miracle est toujours un signe du ciel. Il miracolo è sempre un segno del cielo. Due equipe di medici, un'equipe a Lourdes e un'altra equipe a Catania hanno constatato che il fatto scientificamente non si può spiegare. Et en 1989, l'archevêque proclame officiellement le miracle. Accertò che ci si trovava di fronte a un fatto non solo umanamente inspiegabile, ma certamente da attribuire alla potenza della misericordia di Dio. Comment expliquer cette guérison que la science elle-même ne parvient pas à comprendre? Seule la foi semble donner une solution à ce mystère. Depuis, chaque année pour remercier Dieu, Delizia revient en pèlerinage à Lourdes. Aujourd'hui, elle a consacré sa vie aux autres. Elle est infirmière et soigne les malades. Depuis 1858, l'Église a homologué 65 miracles. Delizia Cirolli est la 65e miraculée de Lourdes. Voilà, il nous reste maintenant, comme à l'accoutumée, à feuilleter le journal de mystère avec Marielle Fournier. Bonsoir Marielle. Bonsoir Alexandre. Il se trouve que nous avons parlé ce soir dans Mystère des sectes et de cette sorte de décervelage qu'elles opéraient sur leurs recrues. Or vous avez une information en provenance d'Afrique qui finalement rejoint un petit peu ce décervelage. Absolument, c'est-à-dire que on peut oublier tout comme ça, la mémoire perdue en un éclair.
Alors ça se passe en Afrique, effectivement, c'est en buvant une potion préparée lors de cérémonies d'initiation, une potion un peu, bon, il y avait la potion d'Astérix, ça donnait de la force, là c'est une potion qui balaye la mémoire tout d'un coup. C'est un professeur français, le professeur Pelt de l'université de Metz, qui a donc pu assister à ce type de rituel et qui s'est aperçu, qui a découvert que l'élément essentiel de cette mixture était la datura, et la datura est une plante extrêmement toxique. Alors que se passe-t-il? Eh bien, un jeune, puisque c'est des cérémonies d'initiation, boit ça, il oublie tout, il n'a plus de souvenirs. L'intérêt, c'est qu'on peut lui modeler, on peut lui façonner une nouvelle personnalité. Bon, maintenant, vous avez à nous présenter un sourcier. C'est très intéressant parce qu'on en a reçu des sourciers dans Mystère, mais le vôtre, il est alors, tout à fait Mystère, vous savez que Mystère adore les personnages un petit peu hors du commun. Là, il s'agit vraiment d'un personnage extraordinaire. Il est suisse. Effectivement, il a un don. Il est sourcier. Il découvre les sources d'eau, mais aussi les gisements de pétrole. Regardez. Nous sommes dans le désert de Namibie, tout près de la frontière du Botswana et de l'Afrique du Sud. Ici, la vie dépend d'une seule chose, l'eau. Regardez cet homme. C'est Max Eberly, un Suisse-Allemand de la région de Zurich. Il possède un don extraordinaire. Il peut trouver de l'eau dans le plus aride des déserts. Pour moi, c'était un don. J'étais, comme on dit, un mordu. Il me fallait sans arrêt chercher, chercher et encore chercher. J'ai eu la chance de connaître ici un bon sourcier que j'ai pu accompagner à l'époque. Max n'a pas besoin de baguette de sourcier. C'est son corps tout entier qui lui sert d'instrument de détection. Après avoir senti à main nue les radiations émises par les courants telluriques, il peut déterminer des lignes de passage et donner l'exacte étendue des nappes d'eau souterraines. À l'aide de petits bâtons de marquage, il indique l'emplacement précis où il faudra creuser. Max Eberly ne se trompe jamais. Après son passage, les éoliennes tournent. Et les citernes se remplissent. Il a trouvé de l'eau dans le monde entier, mais n'en fait pas commerce. Pour lui, il est fermier avant tout. Pour trouver, Max n'a pas besoin de se rendre sur place. Il peut le faire à l'aide de cartes et déterminer non seulement les nappes phréatiques, mais aussi les gisements de pétrole. On peut tout chercher. Chaque minéral possède ses radiations propres. On peut même déterminer la profondeur et la quantité présente. Il a effectué des missions dans plus de 30 pays d'Afrique et d'Asie. Les sociétés le sollicitent souvent, mais il ne se déplace que lorsque son intuition le lui conseille, toujours gratuitement. Une fois, j'étais au Canada avec une société d'exploitation pétrolière suisse qui voulait augmenter son capital. Grâce à ma recherche, ils ont fait de nouveaux forages et creusé de nouveaux puits. Pour Max Eberly, un don ne se monnaie pas. S'il le possède, c'est pour aider ceux qui en ont besoin et pour en faire profiter l'humanité, comme ici, à Madagascar, où il aide un village à creuser de nouveaux puits. Pour Max, chaque expérience est unique et riche d'enseignements. Le seul souhait de Max, c'est de pouvoir continuer encore des années à sentir les radiations de la Terre. Sans eau, il n'y a pas de vie. Mais lui, il sait que même à travers les déserts, il y a d'immenses étendues d'eau. Bien, merci Marielle. Et puis 3615, code TF1, vous le savez maintenant, j'imagine, c'est également ce que vous devez faire sur votre Minitel si vous désirez assister à l'émission. Et puis, si vous avez des histoires extraordinaires à nous communiquer, l'autre adresse, elle s'inscrit en bas de votre écran, Mystère, boîte postale 2008, 92 518, Boulogne, CEDEX. Voilà, Mystère est terminé. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous souhaite une bonne nuit. Et naturellement, on se retrouve dans un mois pour d'autres mystères. Bonsoir.